Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, un américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Vous inquiétez pas, le pack va être de retour au complet bientôt, mais avant ça, j'ai des super épisodes à vous proposer. Vendredi dernier, j'ai pu parler avec Didier Plana, ancien joueur à l'USAP, qui est devenu leur analyste vidéo, et nous avons parlé de son métier d'analyste vidéo, et ensuite nous avons fait un review complet, un breakdown si vous voulez, de toutes les équipes dans le top 14. Donc personnellement, j'ai trouvé ça génial d'avoir l'avis d'un professionnel comme Didier sur ces différentes équipes. Je pense que vous aussi, vous allez adorer cet épisode. En tout cas, dites-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'émissions comme ça dans l'avenir. Et revenez en 2 semaines, car j'ai le plaisir d'inviter à l'émission un arbitre que vous connaissez tous, c'est Romain Poite. Donc voilà, ne ratez pas ça non plus. Et pour pas la rater, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Si vous pouvez nous faire un petit service aussi, c'est de partager cet épisode autour de vous. Nous avons récemment changé de plateforme et je vois que toutes les applications ne sont pas forcément à jour. Donc envoyez cet épisode à votre oncle, à ta cousine, à ton collègue, ton teammate. Chauffez le WhatsApp un peu quand même. Et dernière chose, restez jusqu'à la fin pour un mot qui a été donné par un de nos écoutrices, Katia. Elle était live and direct de Water Rugby et après notre dernière émission avec Yann Daleg, elle voulait nous faire un petit coucou. Si vous voulez faire le même, de parler de ta saison, de ton club, parler rugby, quoi, envoyez-nous un petit clip audio d'1 minute à pactdepot@gmail.com. C'est pactdepot@gmail.com. Allez, c'est tout pour moi. On passe direct à Didier Plana, les secrets d'analyse vidéo et un super revue de tous les clubs de Top 14. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Didier Plana. C'est l'homme d'un seul club et ce club, c'est le USAP. Il a joué à centre pendant un paquet d'années, après un passage même chez les Bleus. Après ça, il était passé dans le staff en tant qu'éducateur physique et maintenant analyste vidéo de l'USAP. Salut Didier, merci d'être revenu chez nous à Fact de Pat. Salut Thierry, très content d'être de retour et de te retrouver à nouveau. Là, je voulais te remercier vraiment parce que toi, tu étais tout notre premier entretien. On s'est eu l'opportunité de se voir à Paris pour un Super Sevens et ça nous a vraiment aidé, notre podcast, de se lancer dans une nouvelle direction, de prendre un peu plus d'ampleur, de faire des super rencontres. Donc, je te remercie énormément. Eh bien, écoute, j'espère que ça marche bien pour toi. T'es quelqu'un de très sympathique. On a de suite sympathisé, donc c'est avec plaisir que si j'ai pu lancer la chose, tant mieux pour toi et j'en suis très heureux. Bah, super. Donc, avant que j'oublie, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, c'est l'épisode 19. Et vous pouvez tout apprendre sur la carrière de Didier et aussi son métier d'analyste vidéo. Et c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, de parler un peu de ton métier et aussi, bien sûr, de Top 14 en général. Mais ce qui nous ramène aussi, c'est le retour de l'USAP en Top 14 quand même. Donc, congratulations. Merci. Écoute, c'était une chouette saison l'année dernière. Ponctué par une belle finale et un titre, avec seulement 5 défaites tout au long de la saison, donc c'est vraiment une saison aboutie. Malheureusement, c'est aussi une saison qui nous amène vers le plus haut niveau et j'espère pas une saison de galère comme on a pu connaître il y a 3 ans. Et donc, on va tout faire pour s'accrocher et avoir été mieux préparé pendant l'été. Donc, en parlant de cette préparation pendant l'été, je me suis dit, bah, pauvre Didier, tous les travaux qu'il a fait sur les autres équipes en Pro D2, maintenant, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, j'imagine que tu as beaucoup bossé pendant cet été. Oui, on a beaucoup bossé aussi pour se mettre au niveau des stats du top 14 parce que il y a de la différence entre les organisations techniques, tactiques en Pro D2, mais aussi dans l'analyse vidéo. On a un petit peu moins de moyens, un peu moins d'images. Donc là, on franchit aussi dans la vidéo un palier et les coachs franchissent aussi un niveau dans les demandes, dans les attentes. Et donc, c'est à nous à y répondre pour les aider au mieux dans cette reconstruction en direction du top 14. D'accord. Quand tu dis un nouveau demande et attente, ça veut dire en gros des expectations que sur ton travail, ça devient de plus en plus haut, en fait, c'est ça? Oui, oui, il y a un peu plus de travail parce que il y a des éléments qui sont pris en compte en top 14 qui ont moins leur importance dans la Pro D2 parce que
En Pro D2, quand on est un club dominant, on peut se permettre de garder un peu plus le ballon, on peut se permettre de jouer un peu plus dans son camp. Là, il y a des vrais paramètres alors de dépossession, c'est un petit peu en ce moment la culture, mais aussi d'utilisation du ballon dans ses 40 mètres, du temps qu'on passe dans nos rucks, du temps qu'on passe dans nos 40 mètres. Il y a une vraie corrélation entre le temps passé dans ces 40 mètres et les points encaissés. Et donc, voilà, c'est tout un tas de statistiques que jusqu'à maintenant on n'utilisait pas, qu'il faut aller rechercher et qui prennent du temps, qui prennent voilà, de l'observation, mais c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que les équipes du top 14 sont particulièrement armées dans certains domaines. D'accord, c'est comme un peu comme on est à lycée et d'un coup, on prend le cours de maths plus difficile et d'un coup, on saute un cran, en fait, au niveau. Ouais, c'est ça, on a l'impression de bien travailler, de bosser tous les soirs, mais quand on change de catégorie, ben, ce n'est pas suffisant parce que les autres travaillent encore plus, avec un peu plus de moyens aussi, avec des images, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en top 14, on a les images, ce qu'on appelle le pêcheur, de derrière les poteaux, dans tous les stades de top 14, chose qu'on n'a pas en Pro D2, et donc ça donne d'autres images, d'autres observations sur le déplacement des joueurs en défense et en attaque. Et donc tout ça, il faut l'analyser, c'est du travail, il faut... Et question là-dessus, est-ce que toutes les équipes, ils ont les mêmes images? Ça vient de Canal+? Je sais pas, d'où ça vient les images? Alors, il y a des images qui sont fournies à tout le monde par l'intermédiaire de Vogo. En fait, Vogo, c'est la société qui donne les images pour tout ce qui est commotion cérébrale. Et Ah. pour voilà, donc c'est pas les images Canal+, mais ce sont les images de la ligue qui leur permettent de voir quand il y a des problèmes de commotion dans les matchs. Et ces images-là, elles sont en plan large, en plan serré, et en ce qu'on appelle un plan programme aussi pour les ralentis Canal+. Et ensuite, tous les clubs se sont équipés de caméras IP derrière les poteaux pour filmer de l'arrière. Et ça n'existe pas en Pro D2 pour l'instant. Donc, et au niveau des statistiques, est-ce que moi je trouve le rugby un peu difficile au niveau de stats. Moi j'aime bien les stats. Je pense que tous les sports américains, NBA, baseball, NFL, on a énormément de stats. Mais au rugby, j'ai un peu plus de mal. En gros, on a la meilleure attaque et la meilleure défense, mais tout le reste, c'est un peu difficile à déchiffrer. Qu'est-ce que vous avez comme statistique que nous, on n'a pas? Il y a énormément de statistiques, notamment individuelles, sur les participations au ruck et le déplacement des joueurs, parce que tout ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser et codifier, c'est-à-dire que des joueurs vont participer à des rucks parce qu'ils sont dans des zones et ils sont censés ne pas participer à d'autres rucks qui sont dans d'autres zones pour avoir des déplacements plus efficaces. Donc, par exemple, ça, c'est une statistique de participation au ruck qui est très importante. Ensuite, la durée d'un ruck, la qualité de la libération dans un ruck. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un match, il peut y avoir une trentaine de touches, il peut y avoir une quinzaine de mêlées, mais par contre, il y a 250 rucks. Ouais. Voilà. Donc en fait, le ruck est un moment d'analyse très très important parce que le temps passé sur ces phases de conquête éphémères sont très importants pour chaque équipe. Et plus on ralentit le jeu de l'adversaire et plus on est rapide dans notre jeu à nous, en général, meilleures sont les équipes. D'accord. Et donc, est-ce que c'est un partie de ton travail à toi, en tant que vidéo analyste, c'est de dire, OK, Ah, c'est ça en fait? C'est un. Ah ouais, complètement, complètement. C'est-à-dire que on a un cahier des charges sur les rucks, on se met d'accord avec les entraîneurs, et puis ils font confiance à mon œil sur l'analyse du Ouais. ruck, parce que en fait, quand une statistique n'est pas bonne, ils vont aller chercher l'image, ils vont aller chercher entre guillemets les mauvais élèves, et ils n'auront pas à vérifier tous les rucks du match. Ils iront sur un ruck précis que j'aurais signalé, que j'aurais identifié. Voilà. De même quand il y a un ruck, souvent il y a zone de plaquage. Un plaqueur qui est actif, c'est-à-dire le temps qu'il met pour se retrouver en situation de défendre, a aussi son importance. Et compter tous les joueurs qui se relèvent, avec donc une moyenne de temps passé au sol, c'est aussi important pour les entraîneurs, beaucoup plus en top 14 qu'en Pro D2, mais ça, c'est pas l'entraîneur qui va le faire.
c'est moi. Ah bah, c'est marrant parce que quand je parlais de stats, je parlais des trucs un peu genre, combien de qui est le meilleur plaqueur sur une équipe ou des choses comme ça et tu parles des statistiques, c'est genre, combien de temps il avait les fesses par terre et je trouve C'est ça assez ça. drôle, c'est hyper pointu, en fait. Ouais, ouais, c'est hyper pointu parce que au final, le nombre de plaquages, même si pour le grand public c'est assez impressionnant, quelqu'un qui a plaqué 15 fois, 16 fois, euh, pour nous, dans les staffs, quelqu'un qui a plaqué 15 fois, peut-être que pendant 7 fois, il n'aurait pas dû plaquer, il n'aurait pas dû se retrouver à cet endroit-là, ou alors il y aurait quelqu'un qui aurait dû plaquer à sa place, et c'est plus que la statistique des 15 plaquages qui nous intéresse, c'est le pourquoi du comment de ces 15 plaquages. Ah ouais et qui est Voilà. beaucoup plus difficile Voilà. à Et bon, chiffrer, j'imagine. bien sûr. Mais je trouve que chaque équipe, en fait, ils gardent leurs statistiques pour eux et c'est pas un truc que vous allez partager entre équipes, finalement. Non, 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 ça c'est le genre de statistiques qu'on partage pas, même si entre staff, on arrive à échanger quelque chose. Aujourd'hui, on est le petit poussé, donc on arrive encore à échanger avec d'autres staffs. Voilà. Je pense qu'entre Toulousain et Montferrandais, et Rochelais ou Racingman, il y a un peu moins d'échanges. D'accord, d'accord et donc comme c'est toi qui regardes tous ces vidéos et tout ça, est-ce que c'est toi un peu aussi un scout, je sais pas, et ou est-ce que c'est une autre position dans l'équipe? Ah, un recruteur. Un recruteur, OK. Alors, je peux participer effectivement au recrutement parce que le fait de regarder et d'observer tous les adversaires me permet de voir tout un tas de joueurs et ça peut participer. C'est une cellule de recrutement et effectivement, je peux régulièrement, je peux donner des informations sur des joueurs que l'on a pu observer. D'accord. Attends que donc en fait, c'est comme c'est je vois là tout de suite, c'est hyper, technique, mais est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un, qui est, jeune coach en Fédéral 3, qui regarde un peu le vidéo du fait par le téléphone de quelqu'un? Est-ce que tu as un conseil pour comment décrypter, le rugby en vidéo? Alors en fait, je pense que plus on est dans le très haut niveau, plus il faut aller dans le détail. Et plus on descend un petit peu dans la catégorie, il faut déjà régler les problèmes simples d'organisation et de déplacement des joueurs. Voilà, donc quelqu'un qui sera en Fédéral 3, effectivement, il y a du travail à faire sur l'organisation. Et un joueur amateur manque de repères sur qu'est-ce que je fais après avoir plaqué, qu'est-ce que je fais après avoir été plaqué, qu'est-ce que je fais après avoir fait la passe, qu'est-ce que je fais après la touche si j'ai été preneur de balle ou si j'ai été soutien ou si j'ai été relayeur. Je crois voilà que toute l'organisation générale, c'est déjà un premier point à trier. Il y a quelqu'un sur YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Squidge Rugby. Donc, malheureusement, c'est un Anglais avec un super accent, anglais que même moi, j'ai des difficultés à le suivre et il fait des analyses vidéo que je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas à ton niveau, bien sûr, mais c'est hyper intéressant parce qu'il voit des choses que je vois pas et à force de regarder ces vidéos, bah, je trouve que je vois un peu plus. Donc je vous invite, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, d'aller voir ce monsieur, Squidge Rugby sur YouTube parce que, ça m'aide à mieux voir moi. Et donc, parce que parfois, je trouve que je regarde un match pour le plaisir de regarder ce match, et parfois j'ai envie de revenir dessus sur une certaine séquence aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est important de voir le match différemment. Si on est spectateur et si on est supporter, on va, on va voir l'engagement, on va voir l'utilisation plus générale. Dès qu'on rentre un petit peu dans le détail, effectivement, on voit d'autres choses qui se passent. Donc, une dernière question, maintenant que est-ce que c'est un retour à normal par rapport à Covid, par rapport à tout ce qu'on a vécu les 2 dernières années? Est-ce que, on est, comme en 2019? On est proche de la normale, on va dire. Disons que l'ensemble du staff et des joueurs est vacciné. Nous sommes tous sous passe sanitaire. Les stades sont à nouveau pleins. On fait toujours attention malgré tout. Dans les séances vidéo, on est tous regroupés parce qu'on a des contacts avec l'extérieur. Donc, on est à l'abri de rien, bien sûr. Donc, on est quand même toujours vigilant sur le port du masque quand on est regroupé dans les bus, sur le lavage des mains, sur la désinfection des vestiaires après les matchs, ainsi de suite. Mais globalement, on se rapproche de la normale, on travaille tous ensemble, on n'a pas de séparation de groupe, et puis surtout, les stades sont pleins. Et ça, c'est quand même Ouais, le ouais. vrai changement. Et le niveau de talent sur notre pelouse, c'est au top aussi. Bien sûr, oui, oui, tout à fait. Un bon début de championnat, ouais.
Allez, si on parlait tout de suite de ce top 14, on va faire un petit tour de ce championnat. L'objectif, c'est d'avoir un peu de ton avis d'expert par rapport à des différents points forts de chaque équipe. On va démarrer avec, bon, on va en ordre alphabétique, hein. On va démarrer avec Biarritz. Donc moi, Biarritz, j'aimais bien quand il y avait Serge Betsen et l'Américain là, qui était hyper rapide, mais ça date d'un certain temps. Peut-être c'était le plus facile pour toi, dans un sens, parce que tu les connais bien déjà, cette équipe, qui remonte dans la Pro D2, de la Pro D2 avec USAP. Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup d'embauches. Est-ce qu'ils ont vraiment changé ou est-ce que ça reste plus ou moins la même que tu connais? Non, ils ont recruté à quelques postes, mais globalement, l'équipe que l'on a rencontrée la semaine dernière, elle était très très proche de l'équipe qui a joué la finale. Et avec un rugby qui était très très proche aussi de ce qu'on avait vécu. Ils se sont renforcés sur leurs points forts, notamment au centre du terrain. Une troisième ligne hyper active, mais ça reste l'équipe que l'on a connue en Pro D2 avec un niveau, je crois, légèrement supérieur, mais pas de véritable surprise. Voilà. Par contre, ils ont réussi leur entame de championnat face à un gros, face à Bordeaux, dans un enthousiasme, dans une rigueur, dans une bataille des rucks impressionnante auquel peut-être Bordeaux ne s'attendait pas. Et donc c'est vrai qu'ils ont réussi un gros coup d'entrée en battant donc un club favori pour la suite du championnat. Chose que nous, on n'a pas fait lors de notre premier match. Et donc, on était un petit peu sous pression quand on les a reçus, mais on a réussi à les battre à nouveau sur les mêmes constantes. Voilà, sur nos prises d'initiative et sur notre capacité à ne pas leur rendre le ballon facilement. Ouais, c'est vrai que c'était une belle façon de commencer le top 14 de saison parce que il faisait plein de soleil déjà à Biarritz et ça faisait vraiment plaisir. Ouais, Moi, je vois en tant que joueur, je vois bien sûr Armatage, mais je vois Spite et Sales aussi, le centre et l'ailier, ouais. peut-être à l'envers, mais c'est quand même des gars qui vont très très vite et qui plaquent très très dur, je trouve. Ouais, Saïli, c'est un énorme joueur. C'est vraiment un magicien. C'est pas quelqu'un qui va très 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 vite, mais c'est très costaud. Et puis surtout, il sent parfaitement le rugby. Il sait exactement jouer les coups. Il sait amener son défenseur là où il a envie qu'il soit, pour pas se faire prendre ou pour aller jouer des surnombres. Donc c'est un vrai vrai bon joueur. On le savait. Il avait joué contre nous en finale. Il nous avait déjà posé des problèmes en saison régulière l'année dernière, on savait qu'il fallait le museler. Et au final, le fait qu'il ait pris un carton jaune en pétant un peu les plombs d'entrée, ça nous a un peu aidé quand même. Hein, faut pas, faut le reconnaître. C'est sûr. Est-ce qu'il y a un autre joueur ou deux qui est sur cette équipe que je devrais suivre? Alors il y a Kuridrani, son partenaire au centre, qui pour l'instant n'est pas à son plein potentiel, mais je crois que ça peut être une vraie vraie bonne recrue. Et puis ils ont une troisième ligne autour d'Armitage avec O'Callaghan et un autre, j'ai oublié son nom, qui sont coureurs, gratteurs, sauteurs, qui sont très très complets. Vraie vraie belle troisième ligne. Dernière chose que j'oubliais quand même, c'est le jeune Peyre Blanc, le talonneur, très très explosif, qui a cassé chez nous, je crois, 10 plaquages. Bon, je crois que la France fabrique des talonneurs depuis la nuit des temps, Ouais, c'est vrai. mais en voilà un autre qui pourrait faire parler de lui très bientôt. C'est il Oui, s'appelle comment encore? Peyre Blanc. Voilà, je te laisse prononcer, pour moi, c'est impossible. Ouais. Mais c'est un vrai bon joueur. Je l'avais oublié. Voilà, je voulais surtout pas l'oublier. Ouais. Bon, on passe à Bordeaux-Bègles, qui est quand même un équipe, on va dire excitant, qu'ils ont bien performé l'année dernière. Ils étaient pour la première fois dans les playoffs, même jusqu'aux demi-finales top 14 et coupe d'Europe. 1re fois pour eux, mais pourquoi ils sont bons, en fait? Je les connais pas trop. Je vois certains joueurs que je connais, mais quelles sont les clés, on va dire les clés de leur réussite de l'année dernière? Oh, ils ont une charnière de grande qualité. C'est vrai que le petit Jalibert, c'est un joueur d'instinct qui débloque pas mal de situations. Là, ce week-end, après une première mi-temps un peu mi-figue, mi-raisin contre le Stade français, c'est lui qui débloque clairement le compteur. Il est à l'origine des 4 essais.
de Bordeaux, et c'est vraiment un joueur exceptionnel. Après, Bordeaux est complet, ils ont une belle première ligne, une seconde ligne avec des gens très costauds mais qui se déplacent aussi. Ils ont Cameron Woki aussi qui a éclaté cet été avec le 15 de France. C'est très complet dans tous les domaines. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils ont un effectif de qualité, des joueurs d'instinct qui fait la marque de Bordeaux, et en plus depuis 2 ans, il y a quand même un entraîneur qui est un charbonneur, on va dire, qui aime le combat et qui leur transmet petit à petit cette qualité-là. Et l'alliance des deux peut faire très très mal, je crois. Ah, c'est intéressant parce que c'est un monsieur que je connais pas très bien. Je connais pas très bien les coachs, comme je connais mieux au foot américain, et c'est vrai, bon, c'est quelqu'un qui a un certain, aura autour de lui, on va dire, une certaine façon d'interagir. Oui, oui, puis il a un charisme, il a une vraie gueule, comme on dit dans le rugby, qui fait pas de cadeaux, qui dit toujours ce qu'il pense, mais qui, je pense, est quelqu'un de droit dans ses bottes. Et donc, à Ouais, partir de là, les joueurs peuvent le suivre les yeux fermés. ouais, et bon, il y a aussi des anciens comme Piquemol et Trinduc, donc il y a des choses à aimer sur cette équipe. Oui, oui, moi j'aime bien cette jeunesse, cette jeunesse bordelaise, donc avec le fer de lance qui est Jalibert, mais il y en a d'autres. Il y a Moefana, là aussi qui est un très bon joueur. Nance Ducoin qui joue à l'arrière, qui est pas très vieux non plus. Voilà, moi j'aime bien cette jeunesse-là, et puis Cameron Wauquiez, bien sûr. Donc là, on va passer à Brive, et franchement, c'est une équipe où personnellement, j'ai pas de repères, parce que, avant, vraiment de commencer à suivre le rugby, je pouvais même pas placer Brive sur la carte. Heu, je suis jamais allé là-bas. J'ai vu quelques matchs de l'année dernière et chaque fois, ils m'ont impressionné. Peut-être ils ont perdu, pas mal de matchs, mais je me disais: «Waouh, c'est quand même, une équipe costaud, qui a une façon de jouer que j'ai l'impression c'est très rentre dedans». Ouais, je crois que tu as un peu tout dit, hein. C'est très très solide, Brive, hein. C'est-à-dire leur recrutement est axé là-dessus. Depuis des années d'ailleurs, hein, ils ont cette culture de la force physique. Ils savent s'en servir, ils savent choisir leurs matchs aussi, ils savent protéger leurs joueurs, et cibler certains matchs mais non pas pour viser forcément le très haut du tableau, mais pour viser au-delà du maintien une équipe solide qu'on a du mal à battre chez elle. Voilà. Et je crois qu'ils sont fixés d'abord ces objectifs-là. Et pour moi, je pense que c'est un bon objectif. Je crois qu'il faut s'inspirer aussi de Brive, puisque ils sont montés il n'y a pas très très longtemps, mais par contre, ils sont bien installés, et ils sont difficiles à manœuvrer. Ensuite, ils ont un coach qui est Jérémy Davidson, qui là aussi est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui sait parfaitement analyser, je crois, la force de son équipe, hein, et qui les empêche de surjouer. Ouais, donc je trouve une équipe un peu dangereux, sur le planning, on va dire. En tout cas, ça sera dangereux pour nous, oui. Et puis, bon, déjà, ils ont pris un petit peu d'avance sur nous, donc ben, il va falloir batailler avant de les recevoir. Allez, si on passe à Castres, donc c'est la deuxième équipe où je suis jamais allé dans cette ville, à Castres. Équipe étonnant, en fait, quand je regarde un peu leur palmarès, dans le sens que bah, ils ont gagné le bouclier de 2013 et 2018, je pense. Donc ils savent gagner, et je trouve qu'ils savent choisir des bons vétérans. Donc il y a une vraie connaissance ici, mais bizarrement, j'ai pas de ressenti par rapport à Castres. Mais c'est une équipe qui est en début de saison jamais invitée à la table des grands. Ils n'ont pas de carton d'invitation, et pourtant régulièrement c'est eux qui viennent récolter les lauriers. Donc c'est une équipe qui est surprenante, qui a su allier toujours les joueurs du cru, les anciens joueurs de très haut niveau qui viennent apporter leur science, des recrutements ciblés sur des joueurs qui sont pas forcément bankable, mais qui rentrent dans un moule, hein. Je crois que ça a été la patte des différents entraîneurs qui s'y sont succédés, et ça continue encore. Ça continue encore, et je suis pas surpris de leur victoire à Montferrand. Ce caractère-là euh, qui fait
que moi j'aime beaucoup parce que je pense que nous, il faut avoir ce caractère-là aussi à Perpignan quand on porte notre maillot. Et les castrer, à l'image de leur ouvreur Urdan Pilieta, qui est un des rares Argentins qui joue aussi bien pour son club que pour son pays, est vraiment surprenant. Une équipe très Ouais. surprenante. Donc moi, je vois bien le charnier 9-10 avec Rory Cocotte aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui devraient attirer mon attention dans cette équipe? Qu'est-ce que j'aurais dit? Bon, ils ont perdu Jelonch, c'était vraiment leur fer de lance. Je pense que sur la longueur, ça peut leur manquer. Mais effectivement, moi, je pense que Urdan Pileta plus Dumora à l'arrière, qui sont non seulement des artilleurs, mais en plus des maîtres du jeu. Je crois que ça sera la clé quand même de toute la saison. C'est-à-dire que tant qu'ils seront à leur niveau et qu'ils ne seront pas blessés, c'est une équipe bien sûr rude devant avec tout ce qu'il faut en termes de combat et en termes de conquête. Avec les deux artilleurs que sont ces deux joueurs que j'ai cités précédemment, je crois que ça sera une équipe sur laquelle il faudra compter. Donc là, on passe à Clermont. Un truc que je sais sur Clermont, en fait, ils sont bons au foot américain. C'était les Serval, j'ai joué contre eux Ouais. à l'époque. À l'époque, ils avaient deux joueurs de foot de l'équipe de France de foot américain, donc c'était des vraies bêtes en foot américain. Donc j'ai des bonnes souvenirs de perdre des matchs là-bas. Et ils sont bons au rugby aussi. C'est une équipe, quand je regarde les gens qui jouent, c'est hyper talentueux, un petit peu maudit aussi, des super résultats dans ces dernières 5-6 ans, mais un peu en dents de scie, je peux dire. Est-ce que leur jeu a changé récemment? Qu'est-ce qui a changé chez eux? Bon, déjà, ce qui a changé cette année, c'est l'entraîneur. Donc ils ont fait une grosse erreur, ils ont perdu un Catalan, Franck Azema, donc ça c'était une grosse erreur pour moi. On se sépare pas d'un Catalan comme ça. Blague à part, bien sûr, on connaît John Gibbs qui a entraîné déjà à Clermont, qui a entraîné à La Rochelle, on connaît le parcours de La Rochelle l'année dernière, et on sait que il va avoir une patte sur cette équipe. Ça va prendre un peu de temps, mais il va avoir une patte sur cette équipe. Je crois que la difficulté de Clermont, c'est de faire la passation du pouvoir avec les anciens qui petit à petit arrêtent, qui laissent la place à des nouveaux joueurs, mais qui ne sont pas encore fait la place. Et je crois que ce changement de génération, pour l'instant, ne paye pas. Après, attention, on dit toujours que Clermont ne sait pas gagner. Est toujours un petit peu à la traîne. Si on fait le bilan de ces 15 dernières années, d'accord, ils n'ont qu'un titre ou deux, mais ils ont des finales, ils ont des Ouais. demi-finales, et un top 14 qui devient de plus en plus difficile, où chaque année on a jusqu'à 10 équipes qui peuvent jouer les places de 6 et donc être potentiellement champion de France, être toujours qualifiable et être toujours dans les demi-finales, enfin très souvent dans les demi-finales, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi je reste prudent sur ce qu'on dira sur Clermont. Là, ils sont un petit peu en difficulté pour l'instant parce que voilà, moi, ce que je ressens de l'extérieur, c'est la difficulté qu'il y a entre le changement de génération et l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Mais ils ont des vrais bons joueurs. Moi, j'aime beaucoup la charnière expérimentée Camille Lopez et Morgan Parra. Mmh. J'aime beaucoup euh, l'ailier international, j'ai oublié Penaud. Raka, il y a le japonais aussi. Voilà, Qui j'aime beaucoup tous ces joueurs-là. J'aime beaucoup leur troisième ligne. Enfin voilà, en tout cas, ils ont eu des vrais bons joueurs qui ont entre 22 et 24 ans. Et je crois que, alors peut-être que la mayonnaise prendra un peu de temps à prendre, mais dans les 2-3 prochaines années, attention à Clermont. D'accord. Donc, tu as parlé de La Rochelle et franchement, c'est une de mes équipes fétiches. Déjà, La Rochelle, c'est très joli comme ville. Super performance l'année dernière pour une équipe qui monte toujours en flèche. Donc, bon, un peu difficile aussi, hein, défaite en finale en Coupe d'Europe et finale de top 14. Démarrage très difficile. Nous, dans notre dernier podcast ensemble, on a parlé après qu'on perd un final, c'est quand même dangereux. Peut-être on a trop imaginé la victoire. Est-ce que eux, ils vont être capables de rebondir? Alors là aussi, il faut raison garder. Très difficile. Ils ont dominé le Stade Toulousain comme rarement le Stade Toulousain se fait dominer. Mais un Stade Toulousain très très solide, très très performant, très très réaliste,
les privent de la victoire. Ensuite, ils vont au Racing et ils font jeu égal pendant 50 minutes. Et là aussi, une équipe de Galactique qui tout d'un coup marque des essais de 80 mètres. Ça ne veut pas dire que La Rochelle n'y est pas. Attention. Euh, c'est vrai qu'il a fallu digérer ces deux finales, que quand on fait 2 finales dans une saison, on a des joueurs qui sont usés. Peut-être qu'ils n'avaient pas le même effectif que le Stade Toulousain pour réaliser la saison qu'ils ont réalisée l'année dernière. Mais attention à La Rochelle, c'est une équipe très très solide, très très compétitive. Alors, bien sûr, je suis un amoureux de Aldrit. Oh, pour moi, c'est un troisième ligne de malade. On a Aldrit, Gourdon, Vito. Et je pense que j'ai même vu Bottia qui a joué troisième ligne à un certain moment aussi Oui, l'année tout à dernière, fait, il me ouais, tout semble. à fait. Il n'y a, y a pas de meilleure troisième ligne dans le monde, je pense. Non, non, c'est vrai qu'ils sont très solides. Maintenant, voilà, ils ont joué deux équipes qui étaient mieux qu'eux à ce moment-là. Mais bon, le championnat est très très long. Je crois que attention à La Rochelle parce que par contre, ils ont emmagasiné de l'expérience l'année précédente et peut-être que les erreurs commises par moment leur seront profitables sur la fin de saison. Ouais, et ce que je vois, c'est un équipe soudée aussi. C'est quelque chose qui se saute de l'écran pour moi. Si on passe à Lyon, donc moi j'ai habité Lyon, donc j'aime bien cette équipe. J'aime bien leur entraîneur aussi, Mignoni. J'ai des souvenirs sur lui sur le terrain et je trouve que son atout vraiment c'est son cerveau. Donc je pense qu'il ramène beaucoup à cette équipe. Bon, pas l'année qu'il voulait l'année dernière. Grand dommage aussi qu'il y a Bastereau qui est blessé, mais il me semble qu'ils ont beaucoup de ressorts cette équipe. Ils ont beaucoup de ressorts. Ils sont capables de faire des performances de très haut niveau. Et par contre, ils ont des baisses de régime dans la saison, soit sur un match à l'extérieur, soit sur des matchs qu'il faut absolument gagner. Et c'est un peu surprenant parce que c'est pas à l'image de Pierre Mignoni. Je suis surpris. Là, par exemple, ils ont perdu à Pau alors que Pau était réduit à 14 à la 25e minute. Je croyais que Lyon capable de gagner très largement là-bas. Ils ne l'ont pas fait. Et quand on regarde un petit peu la saison dernière et la saison d'avant, c'est un petit peu l'histoire de Lyon avec cette irrégularité dans l'engagement. D'ailleurs, Pierre Mignoni s'est exprimé là-dessus, hein, il l'aura reproché. Et donc, c'est un peu dommage que pour l'instant, il n'arrive pas à fédérer cette équipe autour d'un projet de longue durée, je vais dire. Ce qu'arrive à faire le Stade Toulousain, c'est que quelle que soit l'équipe alignée, quel que soit l'enjeu, quel que soit l'endroit où il joue, euh, c'est une équipe qui sera à 100% de ses possibilités. Alors des fois ils peuvent gagner, des fois ils peuvent perdre, mais ils seront à 100% de possibilités. Lyon, pour l'instant, malgré un effectif clinquant, avec des jeunes, des très bons joueurs, des expérimentés, des joueurs internationaux. J'aime bien le Kylian Gerassi et Félix Lambé, les deux taux rouges là, donc the Red Arrows Ouais, de ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais moi j'aime aussi beaucoup Pierre-Louis Barassi au centre, souvent associé à Ngata, qui est un joueur hyper complet. Donc, ils ont du mal à trouver cette régularité. Mais par contre, c'est une équipe qui, si elle trouve cette régularité-là, si elle trouve son demi d'ouverture aussi, ils ont recruté Léo Berdé, qui est un jeune demi d'ouverture qui a beaucoup de qualité, qui est en concurrence avec Jean-Marc Doussin, qui est voilà, un autre type de joueur. Je crois que s'ils arrivent à installer cette charnière-là, ils pourront peut-être trouver cette stabilité et la gestion de ces moments faibles. En plus, ils ont l'américain, ils ont le terre d'honneur Joe Taufete. Tout à fait, tout à fait. Allez, si on passe à Montpellier, donc c'est une équipe assez internationale. Ils ont un 9 italien, un 9 géorgien et un 10 sudaf. Mais année difficile pour eux l'année dernière, de mémoire. Un nouveau coach aussi, mi-chemin de l'année dernière. Oui. Qu'est-ce que tu vois de cette équipe cette année? C'est particulier, Montpellier. Là aussi, c'est une équipe qui, sur le papier, depuis des années, est clinquante. Mais je crois qu'ils ont perdu un peu le fil de leur club à un moment donné, avec une colonie sud-africaine, je vais dire,
trop importante, pourtant avec d'énormes joueurs. Mais je crois que cette colonie-là leur a fait plus de mal que de bien dans la gestion de leur effectif. Même si pris individuellement, ce sont des super joueurs et certainement des super mecs aussi. Mais pour la cohésion du club, pour les ambitions du club, je crois que ça n'a pas été une bonne chose. Donc ils sont en pleine reconstruction. Philippe Saint-André, je crois, l'a compris aussi. Petit à petit, il reprend un petit peu la main sur des joueurs qu'il forme, des joueurs qui sont sortis du centre de formation, des joueurs du cru, qui peuvent être la base de son projet, et avec d'autres joueurs, bien sûr, de l'extérieur de qualité. Et je crois que c'est peut-être une équipe qui va compter dans les années à venir. Je pense que ce sera un peu juste cette année. S'ils arrivent à conserver leur effectif, en gardant les meilleurs joueurs, parce que là aussi, hein, même une équipe comme Montpellier qui a de gros moyens se fait attaquer de partout, à l'image de sa pépite Vincent, Oui. le centre. Et donc, même ces équipes-là, c'est difficile pour eux. Ah, Pau! Donc petite histoire, j'aime bien cette ville parce que mon grand-père habitait, donc j'ai passé un peu de temps à Pau. Mais c'est une équipe qui a frôlé la descente, l'année dernière. En même temps, j'ai l'impression qu'ils ont une belle défense, il me semble. Mais Pau, c'est un peu surprenant. Ils sont passés par un petit trou de souris l'année dernière pour éviter le match de barrage. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais ça s'est joué à la 82e sur une passe au pied qui a failli finir en touche, qui a été déviée dans les mains d'un Palois qui est allé marquer pour obtenir un point de bonus offensif inespéré, et qui a envoyé Bayonne donc ce match de barrage qui était épique à Biarritz. Donc ils sont vraiment passés par le petit trou de la lorgnette, et pourtant avec un effectif qui en début d'année pouvait les placer dans des qualifiables. Donc c'est un peu l'inconnu, cette équipe de Pau. Quand on les voit jouer, quand on les voit faire les matchs, je les ai analysés bien sûr, c'est une équipe très 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 solide. Ils se sont renforcés avec un joueur que moi j'aime beaucoup parce qu'il est passé par la Pro D2 à Nevers, c'est Zach Henry. Il était parti à Leicester l'année dernière. Et puis là, il est revenu en champion français. C'est un très très bon joueur, très très bon animateur. Et donc avec Antoine Astoy, dont on parle un petit peu en ce moment, là aussi, parce que Pau se fait attaquer de partout, ce sont deux joueurs, 2 mètres à jouer, qui peuvent se remplacer à l'ouverture comme à l'arrière, qui peuvent jouer ensemble, qui peuvent alterner pour faire reposer l'un et jouer l'autre. Donc là, ils ont une vraie arme de destruction massive avec ces deux joueurs-là. Et ensuite, à tous les étages, c'est très solide. C'est très très solide. Ils ont un demi de mêlée qui est virevoltant, Joris Lebaille, qui était parti avec l'équipe de France aussi, qui fait beaucoup de mal aux défenses individuellement. C'est un vrai joueur de 7, mais quand il est à 15, c'est un vrai pénible. Donc moi j'aime beaucoup ces joueurs-là. Et puis depuis le milieu de l'année dernière, ou fin de l'année dernière, je sais pas, ils ont récupéré un joueur qui vient de la formation, qui a été champion du monde avec les moins de 20, c'est Piccheroni, qui est un entraîneur là aussi qui connaît parfaitement le rugby, parfaitement les standards de haut niveau, parce qu'il a entraîné des années les meilleurs joueurs en moins de 20 ans. C'est lui qui a eu les Ntamak, les Jalibert, les Woki sous ses ordres, les Arthur Vincent, tout ce qui éclate aujourd'hui en équipe de France. Et ils sont passés entre ses mains. Et donc, je crois que c'est une vraie force pour Pau. Après, la pression du résultat chaque semaine fait que des fois, on s'empêtre un petit peu dans ses convictions, mais je crois que le fait d'avoir maintenu le club l'année dernière au dernier moment, ça va leur donner cette bouffée d'oxygène. Et maintenant, c'est l'honneur à l'invité, donc on passe à USAP. Vous étiez premier en attaque et premier en défense dans le Pro D2. Quelles sont les aspirations pour cette année? Pour nous, bien sûr, l'objectif, c'est le maintien. Il faut pas se cacher. Donc, d'abord, c'est éviter la 14e place pour avoir la possibilité de jouer le maintien, soit dans un classement final, soit dans un match de barrage. Éviter une saison cauchemardesque où on ne gagne que 1 ou 2 matchs, comme on l'a eu il y a 3 ans et comme on l'a vécu à Gênes l'année dernière.
Donc, déjà, en 2 matchs, on en a gagné un. Donc, Déjà, statistiquement, déjà c'est bien. si on restait sur ces standards-là, on se maintiendrait. Blague à part, on a fait beaucoup d'efforts de restructuration du club. Je crois qu'on est un peu plus armé dans la structure qu'on ne l'était il y a 3 ans. On a fait des paris sur certains joueurs, sur du recrutement ciblé, et on espère que ça va payer. Maintenant, quand voilà, on vient de faire le tour de toutes ces équipes, rarement j'ai dit bon, ça c'est une équipe qui est en difficulté, voilà. Nous sommes le petit poussé, clairement, avec Biarritz. Je crois qu'aujourd'hui on joue dans la même cour que Biarritz, et pour l'instant c'est la seule certitude que j'ai. Ça ne veut pas dire que ça changera pas. Ça ne veut pas dire que Biarritz ne va pas quitter cette cour pour jouer plus haut. Mais ça ne veut pas dire que nous non plus, on n'est pas capable. Donc, c'est un vrai challenge qui nous attend. Et donc là, je vois aussi des joueurs avec un peu d'expérience, les Chuli, vous avez un centre aussi de l'Argentine, et des jeunes joueurs, notamment votre nouveau 10, Tristan Teller, et bien sûr Jaminet qui a explosé cet été avec le tournoi en Australie. Oui, c'est une vraie pépite, Jaminet, Melvin. Nous, on le savait. Il y a plus d'un an de ça, je disais de Melvin qu'il aurait la même trajectoire que Thomas Ramos, que je voyais évoluer avec Colomiers et qui était passé au Stade Toulousain ensuite. Voilà, Melvin, c'est la même trajectoire, c'est les mêmes qualités, c'est cette même capacité à franchir les défenses, cette même qualité face au bar. Et donc oui, c'est un vrai plus pour nous. Alors, je ne sais pas combien de temps on pourra le garder, mais en tous les cas, tant qu'il est chez nous, on va essayer d'en tirer le maximum pour nous aider à nous maintenir. Et enfin, Tristan Teder, effectivement, que nous, on a joué quand il était à Béziers, il était prêté par le Stade Toulousain, qu'on avait de suite repéré pour ses qualités d'animateur, de prise d'initiative et aussi de jouer au pied. Donc, on a misé sur lui et je crois qu'avec Melvin et ensuite Matteo Rodor, qui est un autre jeune joueur de la même génération que Melvin, qui joue demi d'ouverture, qui peut jouer aussi demi de mêlée. On a des vrais potentiels sur ces postes-là qui sont primordiaux pour réussir en top 14. Bah, on te souhaite bonne chance. Là, on passe à Racing 92, qui est l'ancienne équipe de notre pack de potes ici, Théodore de Saint-Rémy. Ça fait plusieurs années qu'ils figurent dans le haut de déplacement, mais ils n'ont pas forcément réussi depuis 2016, il me semble. Oui, ils ont gagné une finale à Barcelone, je crois. Voilà, pas loin de chez toi. Allez, il y a eu beaucoup, beaucoup de talent sur ce terrain et une autre équipe qui a un nouveau coach. Oui, ils ont un nouveau coach, mais ils ont quand même gardé un manager principal Laurent Travers, qui vraiment a fait beaucoup de bien à ce club en termes de structuration. Bon, mais là, c'est des internationaux à tous les étages. C'est ce qui se fait de mieux avec Toulouse en termes de qualité d'effectif. Ils ont aussi un stade particulier sur lequel ils jouent 15 fois et les autres équipes y jouent une fois dans l'année. Donc c'est aussi un avantage considérable. À une époque, c'était pour eux pas forcément un avantage parce que les équipes venaient y jouer de façon totalement libérée. Mais maintenant qu'ils maîtrisent leur sujet avec cet effectif de rêve, ils vont être de plus en plus difficiles à prendre chez eux et ils ont l'effectif pour aller rouler sur tout le monde à l'extérieur. Donc oui, clairement Ouais. favori cette année. C'est fou quand j'ai regardé les arrières, je connais tous les arrières et même les 2 remplaçants, donc ça veut dire que quand même Ouais, ils sont ouais, c'est ça. balèzes. C'est un truc de fou. Allez, on passe à Stade Français, à la chagrin des autres membres de notre pack de potes, donc Charlie et Alban, qui sont vraiment fans de cette équipe. Je connais très très mal le Stade Français. En fait, j'admire quand même leur capacité de revenir après un début de saison assez mauvaise, on va dire, pour atteindre les playoffs l'année dernière. Donc ça, c'est une bonne chose, on va dire. Oui, c'est vrai que
à l'image de leur entraîneur, Gonzalo Quesada, c'est une équipe qui a su retrouver des ressources. Euh, Sur le papier, c'est une équipe très performante. Malheureusement, je crois que là aussi, un petit peu à l'image de Montpellier, il y a des choix qui ont été faits il y a quelques années dans le management, dans la continuité de joueurs, qui ont été défectueux pour ce club. Et je crois que depuis que Thomas Lombard est revenu au club et que il a su un petit peu s'entourer d'anciens euh, et de garder Gonzalo à la tête du navire, je crois que ça va mieux. Maintenant, ils ont perdu l'année dernière Gaël Ficou, ils ont perdu Danti aussi au centre du terrain, même s'ils ont recruté un international All Black qui pour l'instant n'a pas donné le maximum de ses possibilités. Voilà, c'est encore une équipe un petit peu je vais dire en reconstruction, avec Mm. des changements de génération, petit à petit. Je crois qu'ils sont en train de reconstruire quelque chose de bien. Ils ont un bel outil avec leur stade. Ils ont aussi des moyens, bien sûr, avec leur sponsor principal. Mais ça va prendre, je crois, un petit peu de temps. Maintenant, c'est une équipe qui, quand on voit les joueurs alignés, attention, hein, il y a de la qualité, il y a de la puissance, il y a de la vitesse. Ah, Là-dedans, en fait, moi, je reconnais les deuxièmes lignes parce que nous, on aime bien les mecs qui mesurent 2 mètres dans ce podcast. Donc, Gabriel Egg et Maestri. Mais sinon, je ne les connais pas, en fait, ces joueurs. À qui je devrais regarder, en fait, dans cette équipe? bah, moi, je connais bien Joris Second, qui était d'ouverture à Aurillac et que je suis depuis un petit moment, qui est un jeune joueur de 24 ans qui a beaucoup de qualité. Maintenant, ben, c'est sa deuxième saison, je crois, en top 14, donc voilà, il a encore un petit peu à apprendre. Et après, ils ont des joueurs un peu supersoniques, hein. Ils ont Sekou Makalou, qui est capable de traverser le terrain comme un ailier. Ils ont Waisea Nayaselevu, je crois, voilà, qui est un ailier fidjien, qui est un des meilleurs joueurs du top 14. Alors, l'année dernière, j'ai pas vu toute la saison parce que concentré sur les matchs de Pro D2, bien sûr, mais donc peut-être qu'il a de la régularité euh, dans sa saison. Mais enfin, chaque fois que je le vois, c'est quelqu'un qui pèse beaucoup. Ils ont toujours Antoine Burban en troisième ligne. Et ils ont recruté le Toulousain Clément Castec en tant que pilier. Et, ils se sont renforcés. Ils ont Arthur Coville en demi-mêlée aussi, qui est un jeune joueur qui est champion du monde des moins de 20 ans, de cette génération-là en tout cas, et qui petit à petit trouve sa place. Non, ils ont des vrais bons joueurs à tous les niveaux. Mais pour l'instant, l'amalgame a du mal à se faire, on va dire. Ils ont un joueur, je pense qu'avec le meilleur nom, il s'appelle John Vandermisch. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça peut faire la différence. Allez, les 2 dernières équipes, c'est les rouges et noirs. Donc on démarre avec, Toulon, l'année difficile l'année dernière, démarrage un peu difficile cette année. C'est une équipe, qui sent fort, mais où? Toulon, c'est très costaud chaque année, mais là aussi, ça a fait flop depuis quelques saisons, alors que ils ont les joueurs, ils ont l'entraîneur pour performer. C'est très solide, mais je crois que c'est le liant qui, pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver, et donc qui ne leur permet pas vraiment euh, d'accéder au plus haut niveau par la régularité des performances. Poussés par le public, ils sont capables de faire des choses extraordinaires et ils sont capables de passer à côté, comme on l'a vu la semaine dernière à Toulouse, où ils ont dominé, franchi les Toulousains sans jamais marquer et à l'arrivée, ils en ont pris 40. Alors ça va arriver à d'autres équipes contre les Toulousains, bien sûr, mais c'est un peu surprenant pour une équipe comme Toulon parce que pareillement, quand on regarde sur le papier, il y a quasiment des internationaux dans toutes Partout, les ouais. lignes, Ouais. y compris sur le banc des remplaçants. Donc, donc c'est un peu surprenant. Je crois que il y a eu une période un peu trouble sur le changement de président, le changement d'entraîneur, les évolutions dans le staff.
Ils vont petit à petit trouver leur marque, je pense. Mais je crois qu'il leur faudra un peu de temps aussi pour faire un effectif de qualité de façon générale, je viens dire. C'est-à-dire qu'ils ont du beau monde à tous les étages, mais il faut que tout cet amalgame et tout ça prenne forme ensemble. Parce que voilà, le troisième ligne argentin, c'est Issa, je crois. C'est très très fort. Ils ont Etsebet, qui bon, pour l'instant est en Afrique du Sud, mais quand il revient, c'est très C'est un très monstre. fort. Voilà, ils ont récupéré Gervais Cordin qui jouait à Grenoble, qui est un très bon joueur, Louis Carbonel, Bello qui peuvent jouer, Julien Blanc qui est aussi un joueur qui vient de la Pro D2 là, qui était à Béziers, qui est passé par Pau, puis avec des piliers internationaux, Gros et Gigashvili qui est l'international géorgien. Enfin, j'en oublie, hein, il y a Etriard, voilà, ils ont du monde de partout, hein. Mais je crois que c'est l'amalgame qui ne. Et Colby aussi. Et Colby. Alors là, ça sera un peu le mystère parce que quand même Colby, il doit être à son 273e match d'affilée. Donc, je suis un peu inquiet pour les. D'ailleurs, il est blessé, je crois, hein, actuellement. Ouais. Ça fait beaucoup pour ce joueur-là, dont on connaît les qualités. Mais je crois que là, on lui tire un petit peu sur la corde. Voilà. Et puis ils vont récupérer Nakarawa aussi, je crois. Oui, c'est bien ça, ouais. Ouais, de Racing 92 avant. Allez, donc la dernière, c'est Toulouse. À quoi dire? Est-ce que c'est le three-peat? Est-ce que c'est le triplé? Une équipe, à quoi dire par rapport à cette équipe? Ils sont costauds. Ouais, c'est monstrueux, c'est fabuleux. Alors moi, Toulouse, j'ai une histoire particulière. J'ai fait mes études à Toulouse et j'ai fait ma jeunesse à Toulouse aussi. Donc je suis très ami avec ce qui compose le staff aujourd'hui. Ce sont des gens de ma génération. Émile Ntama qui était mon témoin de mariage. Je suis très ami avec Hugo, avec Michel Marfin qui s'occupe du centre de formation. Bon, à l'image du SAP, où je ne sais pas si tu as lu l'article d'hier dans l'équipe où il y a eu une belle double page sur l'USAP, sur le cœur catalan, où il disait que dans le staff, on était 7 à avoir porté les couleurs de l'USAP avant d'être dans le staff, avec notamment 5 joueurs qui sont des Catalans de naissance qui ont joué pour l'USAP. Toulouse, ils ont su retrouver ça depuis l'arrivée de Didier Lacroix à la tête du club. Et ils ont cette culture du club, ils ont cette culture de la gagne, cette culture de la jeunesse à qui ils donnent les clés du camion sans en avoir peur. Et moi, c'est mon club. Autant l'USAP, c'est mon club de ventre, bien sûr, hein, j'y suis né. Autant mon club de cœur, c'est Toulouse parce que ben, voilà, le petit Romain, je l'ai vu naître. Tous ces joueurs-là, je les ai vus dans les catégories inférieures parce qu'ils jouaient contre mon fils ou alors ils jouaient. Ce sont les fils d'anciens, donc on se connaît tous un petit peu là. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font en termes de mentalité. Au-delà de la qualité des joueurs, bien sûr, ils travaillent beaucoup, ils travaillent bien, ils sont toujours un petit peu en avance. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Je donne toujours un exemple, c'est que Toulouse a fait la finale des espoirs l'année dernière contre Perpignan. Ils nous ont battus en finale. C'était un dimanche après-midi, juste après un match qui était le dernier match du Stade Toulousain du match des phases retour. Donc ils ont joué le samedi à 21h à Bordeaux. Ils avaient gagné d'ailleurs à Bordeaux et ils avaient un week-end de repos avant les demi-finales. Eh bien le samedi, ils sont rentrés dans la nuit, ils sont arrivés à 2h du matin. Ils se sont tous donné rendez-vous à midi. Ils sont montés dans un bus et ils sont venus supporter l'équipe des espoirs à Béziers. Ah, Toute l'équipe, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rarement vu, voilà. Euh, Ça, c'est quelque chose de très particulier, c'est exceptionnel. Et pour des jeunes comme ça, ce n'est pas rien. À la fin du match, quand ils ont gagné, il y avait Colby sur le terrain, on parlait de Colby, qui sautait avec les jeunes comme si lui avait gagné le titre. Alors, ils étaient champions d'Europe, ils venaient d'être champions d'Europe, ils venaient de se qualifier pour les demi-finales en ayant gagné un dernier match à Bordeaux à 21h. Et bien malgré tout, le dimanche après-midi, alors qu'il faisait 100 degrés, ils étaient sur la pelouse en train de lever le bouclier avec les jeunes. Et je crois que cette force-là de club, il faut s'en inspirer.
C'est un sacrée histoire, c'est une vraie belle histoire. Ouais, Et peut-être ça vient de là, cette culture de la gagne aussi. ouais. C'est superbe. Merci d'avoir partagé ça. Il n'y a pas de hasard, je crois. Il n'y a pas de hasard. Bon, écoute, on a fait le tour sur ce top 14 et franchement, j'ai pris vraiment plaisir de faire ça. Merci d'être là avec moi et de m'aider à mieux comprendre ce top 14, de me préparer pour cette saison. Et aussi avec nos chers écouteurs aussi, que je pense que vont bien aimer cet épisode parce que c'est bien complet. On a vraiment profité de ton expérience. On peut refaire ça l'année prochaine? Écoute, avec plaisir, et je serai toujours à ta disposition. Ou alors peut-être juste avant la fin de saison, quand on sera maintenu. Voilà, ça marche pour moi. Ça marche. Écoute, c'est un grand plaisir et je te souhaite bonne chance pour cette année, ok? Merci beaucoup Thierry, à très bientôt. Allez. Bye bye. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est très sympa de Didier de venir et je lui remercie beaucoup. Dites-nous ce que vous avez pensé, si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez d'autres épisodes comme ça. Et partagez autour de vous. Maintenant c'est place à Katia qui était à Water Rugby à Toulouse. Coucou le pack, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis Katia et je voulais vous faire un petit coucou depuis Toulouse parce que ce week-end, on accueille le Water Rugby pour la 3e édition. Donc ça consiste tout simplement à jouer au rugby sur la Garonne. Voilà, ça se passe sur les quais de la Dorade. On a en plus la chance d'avoir le soleil, donc on en profite et on passe vraiment un bon moment. Donc je voulais partager ça avec vous. Voilà, à bientôt le pack. Salut! Alright, merci Katia, merci à tous nos écouteurs et revenez en 2 semaines pour notre épisode avec Roman Poite. C'est tout pour maintenant. Allez sur les réseaux, nous faire un petit coucou, un petit like, un petit partage, ça nous aide beaucoup. Allez, ciao ciao, bon rugby.